vous avez compris comment on passe de l'événement lui-même à l'onde gravitationnelle qui est émise. La question, c'est maintenant comment est-ce qu'on passe de cette onde de gravitation au signal qu'il s'agit de décortiquer ensuite. Ce que Eric vous expliquera après. Donc vous avez compris, bien entendu, parce que ça a été publié maintes fois, que la réponse, c'était les grands interféromètres. Voici ici Virgo en Italie, voici les deux LIGO aux États-Unis. Et bien entendu, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces grands tunnels. Vous avez deux grands tunnels perpendiculaires de 4 km pour LIGO, 3 km pour Virgo. Ils contiennent essentiellement deux grands pipelines ayant la même longueur et de diamètre environ un peu plus d'1 mètre. Qu'est-ce qu'il y a dans ces tuyaux? Donc, la réponse, c'est, en simplifiant beaucoup, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire essentiellement de la lumière et puis des miroirs suspendus. Alors, pourquoi ce dispositif? En termes familiers, comment ça marche? C'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Donc, en résumé, je décrirai pourquoi on utilise de la lumière, parce que c'est un excellent outil d'arpentage, pas seulement dans l'espace et sur Terre. Les limitations essentielles, et puis les limitations non essentielles, les remèdes qu'on peut appliquer pour contourner ces limitations. Je parlerai de Virgo, bien entendu, et puis, si on a le temps, d'une expérience spatiale qui s'appelle LISA. Très bien, donc le noyau de l'affaire, il est dessiné ici. Vous avez deux masses d'épreuves qui sont réputées en chute libre, en tout cas dans le plan horizontal, parce qu'ils sont accrochés, bien entendu. Et puis un rayon de lumière entre les deux, et il s'agit de déterminer la variation de longueur, delta L, provoquée par une onde de gravitation dont l'amplitude est h, c'est la notation traditionnelle. Et donc on comprend bien le problème. Il y a juste un ennui, c'est que si on représente si on prend comme comparaison l'amplitude maximale de l'onde gravitationnelle au moment de l'événement dont on a parlé tout à l'heure, au plus fort de l'événement, l'amplitude était de l'ordre de 10-21. Si on prend la longueur de 3 km, qui est celle de Virgo, on arrive à un delta L qui est de l'ordre de 10-18 mètres. Donc 10-18 mètres, c'est un chiffre difficile à évaluer. Disons que c'est la 100 millionième partie d'un atome, en gros. Donc, même si on n'est pas spécialiste de métrologie, on se doute que ça va être compliqué. Et si on est métrologiste, alors là, on lève les bras au ciel. C'est d'ailleurs la réaction courante qu'avait Alain Briet lorsqu'il a commencé sa longue quête d'approbation de la communauté scientifique. Mais grâce à sa ténacité et à sa réputation, et à l'aide de personnes éminentes comme Alain Aspect ou Christian Bordet, il a fini par remporter l'adhésion au bout de quelques années. Alors, les premières limitations qui viennent à l'esprit, évidemment, c'est d'abord le fait qu'on ne peut pas faire ça à l'air libre, parce que les fluctuations de pression seraient beaucoup trop importantes, et donc il faut faire ça dans le vide. Ça paraît assez évident. Deuxièmement, les miroirs, on ne peut pas les poser comme ça sur des tables. Il faut évidemment les soustraire à toute action du sol. Comme il a été dit tout à l'heure, n'importe quelle perturbation qu'on peut imaginer est a priori beaucoup plus importante que ce qu'on cherche à mesurer. Donc il faut examiner soigneusement tout ça. Alors, comment est-ce qu'on échappe aux fluctuations de pression? En faisant un ultravide. Et vous avez ici la représentation une photo d'un grand tube de Virgo qui a été conçu au LAL donc dans les années 95 par ma collègue Violette Brisson et puis des ingénieurs du LAL. Ça a été quelque chose d'assez important parce que il fallait choisir le bon acier. Vous voyez que les paramètres sont le volume qui est déjà important, mais c'est surtout la surface interne. Lorsqu'on veut réaliser un ultravide, il faut dégazer les surfaces et dans les expériences de métrologie de haute précision, on a affaire à des cavités de taille métrique. Ici, c'était une surface de l'ordre de 2 hectares, un peu plus de 2 hectares. Donc, imaginez le processus de dégazage par chauffage et par pompage, ensuite pompage ionique et puis pompe Gator, enfin des pièges à atomes. Donc ça a été un gros travail. Et vous voyez que, bien entendu, dans la zone interférométrique, là où les deux tubes se rejoignent, il y a toute une série de circuits de lumière, donc il y a des joints qu'il s'agit de réaliser. Et ça a nécessité un gros travail aussi de chaudronnerie et de vide.
Et chez nos amis américains, c'est évidemment la même chose. Ici, vous avez une photographie de LIGO. Alors, l'isolation sismique. Eh bien, l'agitation du sol, si on regarde la densité spectrale, c'est quelque chose comme ça, 10-7 divisé par F2. C'est évidemment de nombreuses ordres de grandeur, par rapport, plus grand que ce qu'on cherche à mesurer, à nouveau. Et donc, très tôt, dès que Alain Briet a commencé à définir ce que pouvait être l'interféromètre, nous sommes associés à un collègue italien qui avait déjà des idées sur la question, sur l'isolation sismique. Donc, c'est Adalberto Giasotto qui, dans les années 85, commençait à développer cette théorie des superatténuateurs. Et c'est ça qui essentiellement joue un rôle actuellement dans Virgo pour l'isolation sismique. Donc vous voyez que ça complique terriblement, évidemment, l'enceinte à vide, car il faut tous ces pendules accrochés les uns aux autres, toutes ces séries d'atténuateurs successifs doivent être évidemment dans le vide également. Donc ça nous donne la physionomie ici de la partie centrale. Ça, c'était dans la première version de Virgo, ça c'est un peu compliqué depuis, mais le principe reste le même. Et chez nos collègues américains, c'est un peu différent. Ici, c'est une suspension active, mais il y a aussi un double filtrage. Alors, comment est-ce qu'on fait cette mesure de distance? Je reviens au delta L de tout à l'heure, 10-18, vous vous rappelez. On le transforme d'abord en une variation de phase. Ça veut dire que ce delta L, on va le comparer en fait à la longueur d'onde de la lumière qui est utilisée. Et si on regarde la longueur d'onde que nous utilisons couramment, qui est celle du laser néodyme YAG, qui est de l'ordre du micron, nous avons transformé déjà, nous avons un facteur d'échelle, nous avons transformé le delta L en un delta phi de l'ordre de 10-11 radians, qui est déjà de nature à faire frémir évidemment aussi les métrologistes. Enfin, c'était il y a quelques années. Et de toute façon, on voit tout de suite surgir un problème qui est les fluctuations de fréquence. Là, cette formule suppose que la longueur d'onde est parfaitement fixe, autrement dit que la fréquence laser ne bouge pas. Et malheureusement, dans le royaume du réel, les lasers ont une propension à fluctuer en fréquence. Donc il faut faire quelque chose. Et les deux choses qu'on peut faire, c'est d'abord de réaliser un interféromètre symétrique. C'est une condition essentielle. Mais ça ne retire pas l'obligation stricte de faire un filtrage et de stabiliser le laser en fréquence. Donc, je reviens sur quelque chose qui a été cité par Fabien tout à l'heure. Notre ami Rainer Weiss du MIT a été le premier, effectivement, historiquement, à dégager les principes des grands interféromètres et à montrer qu'il devait y avoir une certaine symétrie dans la structure. Je dois dire que à partir de là, il y a eu énormément de discussions des deux côtés de l'Atlantique, entre l'équipe de Rainer Weiss et celle d'Alain Briet. Et sans exagérer, on peut dire que c'est en commun qu'ont été développés les principes des grands interféromètres, tels qu'ils sont actuellement. J'en donnerai plusieurs exemples tout à l'heure. Alors, il y a une limitation sur laquelle on ne peut pas passer, qui est ce qu'on appelle le bruit quantique. Vous avez ici un exemple complètement banal de détecteur optique, qui est sujet à une perturbation que j'ai appelée X de t, qui est toute petite. Et alors, le principe, c'est d'envoyer une puissance de lumière sur ce détecteur et de regarder ce qui sort à l'autre bout. Et on peut s'attendre à ce que s'il est sensible à la perturbation, la puissance qu'on détecte sur les photodétecteurs, évidemment, dépend du temps. Et alors, la question, c'est comment on peut évaluer la sensibilité d'un instrument de ce genre. Alors, on peut se dire d'abord que si la perturbation est absente, imaginons qu'il y ait... évidemment, j'ai en tête les ondes de gravitation, imaginons qu'il y ait une panne d'ondes de gravitation, alors le signal qui sort du détecteur est une constante. La puissance, il y a une certaine partie de la puissance qui est transmise. J'appelle alpha ici le pourcentage de lumière qui sort du système. Et le malheur, c'est qu'on détecte des photons. Et comme chacun sait, dans un temps delta t donné, on peut détecter qu'un nombre entier de photons. Et ce nombre entier est une variable aléatoire qui fluctue d'un intervalle delta t au suivant.
Donc il en résulte un bruit, et ce qu'on appelle le bruit de photon ou le bruit quantique, et on peut le caractériser par une certaine densité spectrale que j'ai écrite ici. Mais le point important, c'est donc qu'il est proportionnel à la racine carrée de la puissance délivrée, la puissance qui sort de l'instrument. Et alors maintenant, si le signal est présent, bien entendu, on a la puissance totale, c'est la précédente, et plus quelque chose qui dépend de la perturbation, qui est proportionnelle à la puissance lumineuse qui rentre, et d'autre part un facteur d'échelle, bêta, peu importe. Et si maintenant on calcule le rapport signal sur bruit, en faisant le rapport des deux quantités précédentes, eh bien nous voyons, indépendamment des détails de la formule, deux paramètres très importants qui sont respectivement la puissance laser, ici. Donc on voit très bien qu'on a intérêt à augmenter la puissance laser et au contraire à diminuer ici le pourcentage de lumière qui est transmise en l'absence de signal. Donc on a intérêt à éteindre le système en l'absence de signal et avoir un facteur d'échelle important, ce qui tombe sous le sens. Mais on a intérêt aussi à avoir une puissance très élevée. Donc il faut garder ça présent à l'esprit lorsque on examine l'instrument, comme je vais le faire tout à l'heure. Alors il y a aussi un bruit de fréquence. Alors ici, vous avez l'exemple de deux bras perpendiculaires, comme dans nos interféromètres. Et alors, on part d'une phase phi de t à un certain point, et on fait un aller-retour dans chaque bras. Et on récupère donc une phase phi 1 ici, après un aller-retour dans ce bras-là, et une phase phi 2 après un aller-retour vers le nord. Et ce sur quoi on travaille, c'est la différence des deux. Alors, oublions, si vous voulez, les détails, mais à l'arrivée, on trouve un résultat qui est proportionnel à la différence de longueur entre les deux bras. Donc, on a ici quelque chose qui dépend de la symétrie. Vous voyez que la formule est absolument identique à la précédente pour le déphasage, sauf que ici, c'est la symétrie qui est constante et c'est la fréquence qui varie. Donc, comme on ne peut pas éviter en pratique d'avoir des fluctuations de fréquence, on a intérêt à avoir une dissymétrie aussi faible que possible. D'où les deux bras jalousement mesurés et mesurés pour être et réglés pour être le plus symétrique possible. Donc on en arrive à cette structure de base qui est l'interféromètre de Michelson. Vous voyez les deux bras ici. Le bras ouest est affecté d'une perturbation proportionnelle à H, et puis le bras nord d'une fluctuation moins H. Ils sont en opposition de phase, les deux, comme Fabien l'a montré tout à l'heure sur son cercle de poussière, vous vous rappelez. Et on sait que du principe précédent, nous savons qu'on doit travailler à la frange noire, c'est-à-dire tâcher d'éteindre ici la lumière vers le photodétecteur. Et si on est limité par le bruit quantique, on peut calculer la sensibilité d'un instrument de ce genre. Alors j'en profite pour mentionner qu'à l'époque où on travaillait en liaison avec Ray Weiss, la solution pour avoir des lasers de puissance, c'était des lasers à argon, c'est-à-dire des lasers extrêmement fragiles, peu stables, peu fiables. Tout le monde dans la métrologie a des souvenirs de catastrophes le lundi matin quand le labo était inondé par un tube de laser à argon qui s'était cassé pendant la nuit. Enfin bon, sans parler du rendement absolument affreux de ce genre de système dans lequel il fallait pomper des fluides, du gaz pour arriver à refroidir le système. Donc Alain était le premier à suggérer qu'il fallait passer maintenant à des lasers solides comme le laser néodymium. Et ça a été assez rapidement reconnu par tout le monde. Enfin, c'est quand même Alain qui a eu l'idée le premier. Certainement, la LIGO a fini par arriver à cette conclusion, mais enfin, c'est comme ça. Alors, si on regarde maintenant je suis désolé pour le contraste, là. Si on regarde maintenant la sensibilité d'un instrument de ce genre, les points importants dans la formule qui est là sont la longueur des bras et la puissance. Alors, la puissance, on a déjà vu que c'était effectivement un point important. Donc plus la puissance est grande, et plus on est sensible. Et puis plus la longueur des bras est grande, et plus on est sensible aussi. Donc la question, c'est comment augmenter ces deux paramètres. Parce que si je regarde avec des paramètres plausibles, comme la longueur 3 km, puisque c'est celle de Virgo, même un laser de 200 watts
et puis une longueur d'onde de 1 micron, on arrive à une sensibilité spectrale de l'ordre de 10-21, c'est-à-dire un RH de l'ordre de 10-20. Or, ce n'est pas du tout ça qu'on veut. On veut descendre à 10-22, 10-23, quelques 10-24 même. Donc, il faut faire quelque chose, et quelque chose en question, les choses en question, c'est augmenter la longueur et augmenter la puissance. Comment peut-on augmenter la longueur et augmenter la puissance? Donc, il existe un système qui permet de faire ça, qui s'appelle une cavité résonante. Un dispositif inventé à la belle époque par 2 célèbres physiciens français, qui auraient été les premiers stupéfaits si on leur avait parlé de laser et d'ondes de gravitation. Mais donc, une cavité résonante, c'est essentiellement 2 miroirs l'un en face de l'autre. Ici, dans le cas qui nous occupe, un miroir le plus réfléchissant possible, et puis un miroir partiellement réfléchissant qui laisse passer un certain pourcentage de la lumière qu'on lui envoie. Et alors, une cavité est définie par ce qu'on appelle, entre autres, par ce qu'on appelle sa finesse. Et il en résulte 2 choses. La première, c'est qu'il y a une surpuissance de l'onde stockée à l'intérieur. C'est-à-dire que si on envoie P0 watts à l'entrée du miroir, eh bien, à l'intérieur, la puissance intracavité entre les 2 miroirs, c'est une puissance qui est multipliée par un facteur 2F sur pi, ici. Donc c'est un moyen d'obtenir une surpuissance qu'on met évidemment, comme vous allez le voir, à l'œuvre dans Virgo, LIGO, etc. Alors, ce n'est pas la seule conséquence. Il en résulte aussi qu'on peut considérer que la lumière, en réalité, avant de ressortir de la cavité, tout se passe comme si elle avait fait un nombre d'allers-retours dans la cavité égale à P sur P0, le rapport de puissance stockée. Et donc, in fine, que la longueur effective de la cavité, eh bien, c'est sa longueur physique multipliée par cette quantité qui dépend de la finesse. Alors ça, c'est très intéressant, évidemment. Donc, vous avez ici les paramètres présents dans Virgo. On se débrouille pour avoir une réflectivité du miroir d'entrée, c'est-à-dire environ 3%, c'est-à-dire un défaut de réflectivité d'environ 3%, c'est-à-dire que le miroir laisse entrer 3%. Ça nous donne un rapport de puissance de l'ordre de 300, pas tout à fait 300. Et donc, si on est capable d'envoyer 2,5 kW à l'entrée, on verra comment, il en résulte environ 700 kW à l'intérieur. Ce n'est pas ça qui est intéressant, malheureusement. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que la longueur de 3 km passe à une longueur effective d'environ 850 km. Et ça, pour le coup, ça nous arrange parce que pour un H de 10-23, on obtient un delta L de 10-18, c'est-à-dire ce qu'on avait avec un simple passage tout à l'heure. Donc on sent que c'est une bonne solution. Malheureusement, il y a des inconvénients, comme on le verra tout à l'heure. Alors il en résulte aussi qu'il y a pour obtenir une grande puissance, il y a une invention très intéressante qui a été proposée par Ron Driver de Glasgow au début de cette aventure et qui a été vérifiée expérimentalement en 1988 pour la première fois par le groupe d'Alain Briet et avec 2 doctorants qui ont eu un bel avenir et qui sont maintenant au MIT et qui sont des cadres importants de LIGO. Donc quand je dis que LIGO, Virgo sont des choses qui ont été développées en commun, vous voyez que ce n'est pas une invention. David et Peter sont vraiment les gens qui sont à la tête de LIGO en ce moment. Oui, alors donc le Michelson, on a vu que son maximum de détectivité, il était sur la frange noire. Et donc il en résulte, en raison de la conservation de la puissance, que le Michelson se conduit comme un miroir virtuel, c'est-à-dire qu'il renvoie toute la lumière. Ce qui prouve 2 choses. La première, c'est qu'on utilise très mal la lumière, puisque pratiquement c'est vraiment une quantité infime qui est utilisée. Et deuxièmement, qu'on va pouvoir faire une nouvelle cavité avec ça. Puisque c'est un miroir très réfléchissant, eh bien, mettons un 2e miroir, et on aura ainsi une interférence constructive ici à la jonction, et puis donc une surpuissance à l'intérieur de la cavité. C'est ce qu'on appelle le recyclage de puissance, et ça joue évidemment un rôle fondamental. Alors pour faire ça, stocker de la lumière, ça paraît simple donc dans le principe. En réalité, pour faire ça, stocker de la lumière entre des miroirs, il faut que les miroirs soient un peu particuliers.
on a besoin de miroirs sphériques de façon à concentrer le rayonnement ici entre les deux miroirs. On va piéger la lumière et on sait que l'optique classique nous indique que ça peut se faire à condition d'avoir un mode gaussien, comme on dit, piégé à l'intérieur de entre deux miroirs sphériques. Et la question qu'on se posait avec Alain Briet dans les années 90, c'était comment faire ces miroirs d'abord. En outre, qu'est-ce qu'on pouvait accepter des manufacturiers et plus exactement, qu'est-ce qu'on pouvait exiger d'eux en termes de qualité de surface. Comment est-ce que les performances de l'instrument, résumées tout à l'heure, dépendent de la qualité des miroirs. Donc, grâce à un doctorant, qui était au LAL à l'époque, Patrice Hello, nous avons développé un code de simulation numérique de propagation et de stockage dans les bras, qui a eu du succès. Il a été exporté au MIT, à Caltech, et puis chez les Allemands aussi, parce qu'il n'existait pas d'outils à l'époque capable de faire ça. Donc il a fallu inventer quelque chose. Et maintenant, on s'en sert couramment. Par exemple, ici, on verra tout à l'heure que les miroirs sont effectivement élaborés en partie à Lyon, qui est capable de donner une carte de la surface des miroirs. Et ces cartes peuvent être insérées dans les codes, les différents codes qui ont été développés dans la collaboration à la suite de celui-là. Et par exemple, ici, vous avez l'exemple typique de frange noire, entre guillemets, elle n'est pas tout à fait noire, malheureusement, de Advanced Virgo, compte tenu des miroirs réels mesurés à Lyon. Donc c'est un programme de propagation virtuelle à partir de miroirs réels. Bon, et puis on a aussi développé, poussé par la nécessité, des codes permettant de calculer l'échauffement des miroirs, parce que même si les miroirs sont de très grande qualité, malheureusement une partie de la puissance est absorbée à la surface. Et puis, donc, il en résulte une différence de température qui se traduit par une différence d'indice, et puis aussi une dilatation. Alors, il faut calculer tout ça, et ça a été fait en partie donc, avec Patrice. Alors, donc, un point clé, c'est évidemment les miroirs. Comment faire ça ? Vu les dimensions de l'instrument, il faut des faisceaux qui sont assez larges pour diffracter peu. Et diffracter peu, ça veut dire que les rayons des faisceaux sont de l'ordre de quelques centimètres à chaque extrémité. Et donc, il faut des miroirs de grande dimension. Et puis, il faut aussi qu'ils aient une grande masse, car pour des raisons qui seront évoquées tout à l'heure. Donc, c'est des objets assez spéciaux et qui ne peuvent pas être faits dans n'importe quelle matière. Et donc, Alain Briet a été à l'origine du développement de miroirs en supracile, c'est-à-dire une silice de synthèse analogue à celle des fibres optiques, donc qui présente l'avantage d'avoir une très grande limpidité, un très grand coefficient de qualité, ainsi de suite. Donc ensuite, il faut les polir, ça c'est fait dans une entreprise aux États-Unis, et ensuite les revêtir d'un coating, d'un revêtement de surface qui les rend réfléchissants. À l'état libre, évidemment, ceci n'est pas un miroir. Ça devient un miroir pour la longueur d'onde du laser YAG, seulement si il y a un revêtement diélectrique qui consiste essentiellement en une série de dépôts de surface, de couches haut indice et bas indice de matériaux dopés. Et tout ça doit être fait en respectant la surface, ou à mieux que le nanomètre, et afficher des pertes au total, c'est-à-dire des pertes par absorption ou par diffusion, moindres que le ppm, c'est-à-dire moins que le millionième. Donc ce n'est pas une petite chose. On a bénéficié très, très heureusement de l'esprit d'invention de Jean-Marie Makowski, qui nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt, et qui a fondé donc, au LMA, le laboratoire des matériaux avancés, qui est installé sur le campus de Villeurbanne, toute une série d'abord de bandes métrologie, et puis surtout la machine qui permet de déposer des couches minces sur des grands diamètres comme ça. Alors ça n'avait jamais été fait parce qu'aucune application ni scientifique, ni technologique, ni industrielle ne nécessitait d'avoir des miroirs de telle dimension et de faire des coatings homogènes sur autant de surface. Et donc il a fallu créer cette machine.
Donc, j'insiste sur le fait que tous les miroirs sont faits ici, c'est-à-dire les miroirs de Virgo et les miroirs de LIGO. Alors vous voyez ici un spécimen de miroir avant traitement, et puis ici, après traitement, une fois accroché au super-atténuateur que vous avez vu tout à l'heure. Et donc ce n'est pas une mince affaire. Ici, vous avez un système qui permet de piéger la lumière diffusée dont je vais parler dans un instant. Alors, parmi les choses qui ont été développées en commun, il y a aussi les problèmes de stabilisation de fréquence. Ça, c'était un des points forts d'Alain Briet. Qui venait du laboratoire de l'horloge atomique, ne l'oublions pas, et qui est comment obtenir à la fois une très grande puissance et une grande stabilité en fréquence. Et la réponse qui a été trouvée, c'est d'avoir un lasermètre qui développe une puissance raisonnable et qui est asservi en fréquence sur une cavité de référence, une cavité Fabry-Perot de référence. Donc il y a un étalon de fréquence qui a été choisi de cette forme bizarre parce qu'on exigeait une très grande stabilité mécanique, c'est-à-dire des fréquences de résonance très élevées par rapport à la bande de détection de Virgo. Donc ce laser qu'on appelle le lasermètre ou le laser SID, si on aime l'anglais, est hautement stabilisé par cette cavité de référence. Et ensuite, on injecte son rayonnement à l'intérieur d'un laser de puissance. Alors, on a plutôt un amplificateur en réalité, qui est en réalité donc une espèce de fibre rigide avec des zones creuses qui permet le pompage par des diodes de puissance. Donc à la sortie, on peut espérer avoir de l'ordre de 100 watts. Alors, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce qu'on appelle le laser préstabilisé. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans l'interféromètre, il a déjà des caractéristiques de stabilité. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on réclame une densité spectrale en termes de fréquence de l'ordre de 10-4. Et donc, il faut un effort supplémentaire. Et donc, l'effort supplémentaire consiste à servir à nouveau l'ensemble sur la moyenne des deux bras de référence, c'est-à-dire des deux bras de Virgo. Alors, avant de faire ça, il est nécessaire de purger le faisceau de ses fluctuations de géométrie. Parce que malheureusement, ce qui sort d'un laser, non seulement ça fluctue en fréquence, non seulement ça fluctue en puissance, mais là, on a vu qu'on pouvait réguler tout ça, mais ça fluctue aussi en géométrie. C'est-à-dire que la forme, le profil d'onde, la surface d'onde du laser, elle est un peu cabossée. Et puis, en plus, ça varie dans le temps. Et si on ne fait rien, si on injecte ça dans l'interféromètre, eh ben, l'interféromètre, il rejette la partie de l'onde qui ne lui convient pas, qui ne correspond pas à son mode, et donc il voit une puissance qui fluctue en fonction du temps. Et ça vient en concurrence directe de ce qu'on veut détecter à l'autre bout. Donc, il faut purger le faisceau. C'est ce qu'on fait avec ce qu'on appelle le mode cleaner, qui est à nouveau une invention d'Alain. Il y a eu des discussions dans les années 85 avec nos collègues allemands qui avaient essayé d'utiliser un filtre comme ça, sauf qu'ils avaient utilisé un filtre linéaire, qui est l'inconvénient de ne pas injecter comme il faut les déviations. Ici, avec une cavité annulaire, eh bien, les défauts de mode sont éjectés dès l'entrée. Alors, il en résulte évidemment une fluctuation de puissance ici, puisqu'on a corrigé en temps réel ce qui rentre dans la cavité en anneau, et donc il y a un asservissement de puissance qui permet de rétablir une puissance continue. Donc ça fait deux choses nécessaires pour purger les fluctuations de puissance du laser. Alors ça a été adopté évidemment dans la LIGO, bien sûr. Alors une autre limitation fondamentale, c'est le bruit thermique. Alors là, on est victime de la température, c'est-à-dire que vous avez vu que l'interféromètre comme LIGO, comme Virgo, c'est essentiellement un orchestre à cordes et à percussion. C'est-à-dire que les miroirs sont suspendus, donc sont des oscillateurs, des oscillateurs harmoniques. Ils sont suspendus par des fibres qui elles-mêmes peuvent vibrer. Et puis, les miroirs eux-mêmes sont des résonateurs solides comme des tambours. Et donc, à la température ambiante, tous ces instruments sont agités par le bruit thermique, par le vent brownien. Et donc, la question, c'est comment échapper à ça. Alors ici, j'ai représenté un peu la philosophie de l'affaire.
tous ces oscillateurs sont en commun d'avoir un amortissement thermoélastique. Je ne rentre pas dans les détails, mais simplement, ils sont caractérisés par un facteur de qualité, c'est-à-dire quelque chose qui dépend du temps d'amortissement. Et on a intérêt à avoir le temps d'amortissement le plus long possible. On dit un facteur de qualité très élevé. Si on regarde la densité spectrale de bruit thermique pour n'importe quel oscillateur de cette nature, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... Le temps imparti pour la discussion approche. Oula, oui. Déjà que les exposés sont longs, nous approchons de la pause et qu'il y a un épuisement. Il faut envisager une certaine nervosité dans l'exposé qui permette de respecter le temps de parole. Je vais essayer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir les coefficients de qualité les plus élevés possibles pour pouvoir concentrer le bruit au voisinage de la résonance, qu'on va s'arranger pour qu'il soit à l'extérieur de la bande de détection. En particulier en utilisant, par exemple, des suspensions monolithiques pour les miroirs. Donc, aussi quelque chose que nous avons réalisé avec quelques doctorants, Patrice et François Bondu, c'était de montrer pour la première fois la densité spectrale de bruit thermique pour les miroirs à basse fréquence, où on voit qu'on a intérêt à avoir les faisceaux les plus larges possibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y a des problèmes aussi de lumière diffusée qui sont dus au fait que, là encore, dans n'importe quelle expérience, on pourrait négliger ça, mais ici, les miroirs diffusent une partie de la lumière qui part sous un angle bizarre, vont se réfléchir un certain nombre de fois dans l'enceinte à vide, et finalement réinteragir avec le faisceau. Donc à la suite de nombreuses discussions avec Kip Thorne de Caltech, nous avons abouti à une représentation commune de ce qui se passe avec la lumière diffusée, et nous avons pu mettre au point un système de stoppage de la lumière diffusée par des baffles. Ça a été réalisé au LAL par mes collègues Violette Brisson. Et voilà finalement le spectre, une représentation complète de Virgo. Donc vous voyez ici le miroir de recyclage, les cavités comme j'en ai parlé, et puis le bot cleaner. Alors je passe brièvement les inconvénients de la résonance. Alors on a eu l'impression que la résonance c'était le remède miracle pour pas mal de choses. En réalité ça soulève des problèmes aussi. C'est-à-dire que si on a une finesse élevée, eh bien la largeur de résonance de la cavité en termes de fréquence est inversement proportionnelle à la finesse. Ce qui veut dire que le signal, qui se traduit par une modulation de la porteuse, va être progressivement atténué si on exagère en fréquence. Donc il faut trouver un moyen de pallier à ça. Alors une des méthodes consiste au recyclage du signal, c'est-à-dire qu'on rajoute un miroir supplémentaire, c'est ce que vous venez de voir, de façon à décaler un peu cette dépendance en fréquence. Et puis, c'est pas tout. Il y a aussi un autre inconvénient de la résonance, c'est qu'on a une puissance stockée importante. Alors, ça nous intéresse pour la cavité de recyclage en puissance, mais c'est un gros inconvénient dans les cavités, parce que ça chauffe les miroirs, ça les déforme, etc. Donc, il a fallu trouver un système de compensation. Là. On a introduit des lampes de compensation qui sont éclairées par un laser CO2 qui chauffe différentiellement la plaque pour compenser les défauts thermiques. Et puis un système de radiateur ici qui permet de corriger, en chauffant autour du miroir, de corriger les rayons de courbure. Alors, il y a aussi une R&D qui est en cours sur une méthode qui consiste à changer le bruit quantique, à travailler directement sur le bruit quantique. Il y a une relation d'incertitude sur laquelle on peut jouer et qui pourrait être une alternative à des puissances trop élevées. Au lieu d'augmenter la puissance dans les cavités, on pourrait faire ça. Alors, il y a aussi le problème de la pression de radiation, c'est-à-dire que quand on envoie des kilowatts, des centaines de kilowatts contre un miroir, évidemment, ça le fait bouger. Donc, il pourrait progressivement y avoir des problèmes d'instabilité. Donc, voilà la nouvelle courbe de sensibilité de Virgo, dans laquelle vous voyez ici plusieurs périodes de fonctionnement. Une première avec un laser de puissance modérée et pas de recyclage de signal. Une deuxième période avec un recyclage, il y a un certain réglage, et puis une deuxième période avec un recyclage de signal optimisé pour la détection des connaissances de binaires d'étoiles à neutrons. Parce que tout ça a été fait dans l'hypothèse que, bien entendu, la première chose qu'on détecterait, c'était des étoiles à neutrons. Et on va peut-être être obligé de revenir là-dessus. Bon, je passe là-dessus, qui est la même chose. Pour finir, une vue générale de Virgo.
un drapeau français, ça peut toujours émouvoir. Et puis je passe brièvement aussi sur le projet Kagra, qui est un projet japonais. Ils ont réussi à qui est souterrain et avec des miroirs cryogéniques. Ils ont déjà réussi à à verrouiller un interféromètre de Michelson simple et comptent bien aboutir fin 2017 avec un système complet. Alors c'est un peu plus compliqué pour eux parce que comme c'est souterrain, il a fallu adapter des galeries qui existaient déjà, mais l'essentiel du travail était déjà fait. Courbe de sensibilité. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez un article dans les comptes rendus ici qui décrit tout ça. Alors, juste un petit mot, je n'ai pas eu le temps de parler malheureusement des problèmes spatiaux, mais vous pouvez aussi vous reporter des comptes rendus dans lesquels j'ai décrit ce que c'était que LISA. Merci. 51 diapositives en 30 minutes, c'est au-delà de la norme internationale. Désolé. Y a-t-il une ou deux questions, s'il vous plaît? Une question. Vous appuyez sur le bouton, voilà. Oui. Est-ce qu'il a été envisagé d'utiliser, pour augmenter la sensibilité de la détection, une détection homodine, en faisant interférer une partie du laser? C'est une détection homodine. Dans l'état actuel des choses, c'est une détection continue, oui. Oui, mais je veux dire, en faisant interférer une partie du faisceau incident à tout l'ensemble, avec le faisceau qui sort. La réponse est oui. D'accord.